Laval et Lavalin. Corruption, collusion, Geneviève Janson. Offshore, Val-d'Or. Chafia, Revenu Canada. Usine à Chio, Commission Charbonneau. On célèbre ce soir la 200e émission d'Enquête. Bonne fête, Enquête! Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à cette émission toute spéciale qui marque la 200e édition d'Enquête. Et on en est très heureux, le retour officiel d'Isabelle Richer. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Marie-Maude. Si vous saviez comment moi, je suis heureuse d'être ici. Et cette 200e émission, c'est l'occasion rêvée de revenir sur les reportages qui vous ont marqué au fil des 9 dernières années. Plus de 350 enquêtes qui vous ont révélé des réalités, des reportages qui vous ont parfois émus, mais souvent indignés. Et ce soir, on vous propose d'entrer dans les coulisses de la préparation de ces reportages. L'idée de départ vient souvent de vous. Au fil des ans, vous nous avez envoyé toutes sortes d'informations sous toutes sortes de formes, que ce soit des appels, des courriels, les bonnes vieilles enveloppes brunes. Et plus récemment, vous vous modernisez. On reçoit de plus en plus de clés USB et même parfois, Isabelle, des disques durs externes, complets, remplis de fichiers. Merci, on aime beaucoup ça. Oui, parce que l'enquête journalistique, c'est d'abord et avant tout une affaire de preuves. Et le début d'un reportage, ça tient souvent à une information infiniment petite. Comme il y a 3 ans, lorsque notre collègue Sylvie Fournier a regardé chaque fraction de seconde d'une bande vidéo des émeutes de Victoriaville, c'était dans le cadre du Printemps érable, et a découvert une toute autre réalité que la version officielle de la police. S'il y a un moment à Victoriaville où la police peut se défendre d'avoir eu recours à la force, c'est celui-ci. Quand un policier sans protection est agressé pendant qu'il tente une arrestation. C'est là que la majorité des balles de plastique sont tirées. Je pense que c'est une des images que les gens ont retenues des manifestations étudiantes. Alors, c'est Victoriaville, la fin du printemps érable, et il y a ce policier par terre qui est agressé par les manifestants. Et c'est tellement fort comme image, on est captivé par ça. Et ça m'a pris beaucoup de temps à me rendre compte qu'il se passait autre chose dans cette image-là. Ça faisait déjà un certain temps qu'on examinait le visuel parce qu'on avait des doutes sur la version policière. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que dans cette image-là, c'était le moment précis où un des manifestants est grièvement blessé par un tir de projectile. Elle était à environ 200 ou 300 mètres des policiers lorsque ça s'est produit. Et je vous rappelle que la portée maximale d'un projectile d'impact utilisé à la Sûreté du Québec, c'est 100 mètres. 3 conférences de presse en 8 jours, et à chaque fois, la Sûreté du Québec martèle qu'il est impossible que les policiers aient pu causer ces blessures-là. Ce qui nous a aidés, c'est que c'est le Congrès du Parti libéral du Québec, et c'est en plein cœur d'une crise sociale sans précédent. Alors, Radio-Canada a quand même déployé des ressources sur le terrain. Alors, on hérite d'une tonne d'images. Et le défi, là, c'est de les visionner. Il y a eu des heures de visionnement. Sonia Desmarais, entre autres, ma réalisatrice, qui a passé des soirées entières. Mais c'est comme assembler les morceaux d'un casse-tête. À un moment donné, l'image apparaît. Et on s'est rendu compte qu'on était capable de reconstituer la chronologie des événements pratiquement à la seconde près. 18h55, 46 secondes. Alexandre Allard se repère dans la foule. On avançait de même. On a tourné comme ça ici. Donc, c'est combien de temps à peu près avant l'impact? 15 à 30 secondes. 15 à 30 secondes avant 30 l'impact. secondes, je dirais. Ah oui. 12 secondes plus tard, notez le policier qui s'avance au fond. Il tire. Un léger nuage entoure le projectile. Au même moment, sur ces images d'un témoin prises en sens inverse, on aperçoit aussi un policier qui vise les manifestants. Tout de suite après, Alexandre Allard est au sol, le crâne fracassé. Ce qui a été important pour moi, c'est que quand les autorités nous donnent la version officielle d'un événement, peut-être que des fois, ils nous sous-estiment un peu. Mais il ne faut pas penser qu'on va simplement relayer l'information parce qu'elle vient d'une source officielle sans la vérifier. Et s'il y a des erreurs ou s'il y a des omissions, bien, il y a des bonnes chances qu'on s'en rende compte. Et je pense que ma plus grande fierté, c'est ça. C'est d'avoir rectifié les faits
sur ce qui a pu se produire à Victoriaville cette journée-là. Sylvie Fournier a trouvé une aiguille dans une botte de foin. Mais pour notre collègue Frédéric Zalac, c'était le problème inverse, le problème de l'infiniment grand. Trouver une bonne histoire dans une fuite de documents 160 fois plus importante que Wikileaks. Je suis le seul journaliste d'enquête qui n'est pas au Québec. Mon poste de travail est à Vancouver. Mais en fait, c'est plus une fenêtre sur le monde que j'ai à partir de là où je me trouve parce que j'ai joint depuis 2012 un regroupement qui s'appelle le Consortium international des journalistes d'investigation. C'est un groupe qui est basé à Washington, un petit organisme sans but lucratif, mais qui peut compter, qui réunit en fait près de 200 journalistes à travers la planète, des journalistes d'enquête qui font exactement le même métier, le même genre de travail que nous, et regrouper tous ces journalistes-là pour pouvoir s'attaquer à des sujets d'ordre mondial. Alors qu'on parle d'environnement, de finances, le monde est interrelié, puis on est en train de voir une nouvelle façon de faire du journalisme d'enquête en groupe. Mais depuis 2013, ce consortium-là, qui s'appelle l'ICIJ, a fait plusieurs grandes enquêtes sur les paradis fiscaux. Et ces enquêtes-là ont fait les manchettes à travers le monde entier et ont fait même réagir de très hauts dirigeants. Parce que les paradis fiscaux doivent être éradiqués. Le plus récent projet de l'ICIJ, c'est celui sur les ultra-riches clients de la banque privée d'HSBC en Suisse. Et ces données-là ont permis, à travers une fuite, de découvrir qu'il y avait énormément de fraude, d'évasion fiscale qui se produisait à l'échelle de la planète parmi ces clients-là. Et ce sont des journalistes du journal Le Monde en France qui avaient d'abord obtenu cette fuite-là et qui ont décidé de la partager avec tous ces journalistes-là à travers le monde. On ne peut pas travailler sur le Canada, sur les USA, sur l'Argentine, sur la Russie, de manière efficace comme ça dans notre coin. L'intérêt, c'est de comprendre le système, de le démonter. Pour le démonter, on est meilleur à plusieurs que tout seul. Alors, pour lancer le projet, on s'est retrouvés, plusieurs douzaines de journalistes, on s'est réunis à Paris, dans les locaux du journal Le Monde, et ça a permis de rencontrer des gens d'un peu partout, dont des grands médias comme le Guardian, la BBC et même la vénérable institution de CBS, 60 Minutes était là. C'est un casse-tête. Il y a des grands avantages de travailler en groupe comme ça. On peut partager du visuel de tournage, partager notre recherche, mais il faut aussi faire énormément de compromis et coordonner tout ça, coordonner la date de diffusion qui peut être des fois tout un casse-tête et aussi s'assurer que tout ça reste secret jusqu'à la fin. Although this was the Swiss branch. La force de frappe d'une équipe comme celle-là est énorme. Il est très difficile d'éviter un sujet quand c'est traité en profondeur à travers toute la planète et on continue à préparer d'autres reportages en collaboration avec ce groupe de reporters à travers le monde. Sylvie Fournier a remporté le prix Judith Jasmin pour le reportage sur Victoriaville et Frédéric Zalac est le récipiendaire d'un prix Michener, l'un des prix de journalisme les plus prestigieux au Canada. Et tant qu'à se vanter, voici quelques-uns des prix remportés par l'émission Enquête. Après la pause, quelques-unes de nos techniques d'enquête, y compris l'infiltration. Là, il est charré. Laissez-moi vous le dire qu'il est charré. En fait, on se répète, on se répète. On vous révèle maintenant quelques petits secrets de ces techniques d'enquête qu'on a utilisées au fil des ans pour obtenir certaines informations. Parce qu'une fois identifié comme journaliste, bien des portes se referment à double tour. C'est pour ça que notre collègue Luc Chartrand s'est déguisé pour une enquête sur les produits naturels, mais aussi pour aller à la chasse en Gaspésie. On a plusieurs fois choisi de modifier mon apparence pour des enquêtes. On fait ça généralement parce que ça peut nous donner accès à des informations qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. Mais bien sûr, les normes sont très strictes à Radio-Canada et on ne pourrait pas diffuser des images recueillies comme ça si elles ne démontraient pas un comportement illégal ou antisocial. Donc, c'est strict, ces normes-là, donc on doit les appliquer. La première fois que je me suis transformé, c'était au cours d'un reportage sur Walmart, la chaîne de grands magasins, où j'avais décidé de me faire embaucher comme employé manutentionnaire. Donc, ça avait été un long travail
d'infiltration, je m'étais modifié passablement physiquement. On n'avait pas réussi à démontrer des comportements qui répondaient aux critères que je viens d'énoncer, donc on n'avait pas diffusé ces images-là. Mais quand même, ma femme avait immortalisé la scène au moment de partir travailler, ce qui avait fait rire beaucoup de monde autour de moi. J'avais repris ce genre d'expérience au cours d'une enquête sur les médecines douces, où là, je m'étais transformé en propriétaire d'une boutique de produits de santé naturelle, ce qui nous permettait d'avoir accès aux fournisseurs de ces produits et qui nous avait permis de démontrer la fabrication extrêmement douteuse de certains de ces produits et même de la présence de produits complètement illégaux sur les tablettes des grandes chaînes de pharmacie, ce qui avait permis le retrait de ces produits. Dernièrement, dans notre enquête sur l'intimidation à la chasse à l'orignal, le caméraman Pierre Mainville, le réalisateur Danny Croussette et moi-même nous étions transformés ou fait passer pour un groupe de chasseurs d'orignal qui allions chasser en Gaspésie. Au cours de cette opération, je m'étais fait pousser une barbe, mais tout au long du reportage, lorsque nous confrontions les gens qui nous intimidaient, j'étais toujours filmé de dos, alors les gens ne pouvaient pas voir à quoi je ressemblais vraiment, mais il n'était pas question que je puisse être reconnu par les gens sur le terrain. Ouais, on pourrait demander de bouger les véhicules, parce qu'on ne voudrait pas. Vous êtes qui, vous? Êtes-vous des gens de la place? On est des chasseurs. Son camion bloque l'accès au territoire et nous lui demandons le passage. On n'est pas des gens de la place, mais on voulait chasser, puis on veut explorer le chemin par là, fait que est-ce que c'est possible de bouger le véhicule, s'il vous plaît? Ben là, oui, on va le tasser, pas de problème. OK. L'autre, on chasse site. Alors, en première ce soir, avec une certaine humilité, je vous permets de voir à quoi je ressemblais de face. Voici d'ailleurs les fausses dents utilisées par Luc Chartrand lors de son reportage sur la chasse. On va les garder, hein? Ça pourrait peut-être servir. On ne sait jamais. Pour la même personne, toujours, oui. Autre technique d'enquête, explorer les réseaux sociaux. Et voyez ce que notre collègue Chantal Lavigne a réussi à faire pour mettre en lumière le phénomène des djihadistes au Canada. Pour notre enquête sur les djihadistes en 2014, on a utilisé les médias sociaux, ou plutôt on a ratissé les médias sociaux parce que c'est là que ça se passe et surtout que ça se passait à ce moment-là. Alors, à la fin du printemps, un chercheur nous montre des photos, des vidéos publiées sur le compte Facebook d'un djihadiste en Syrie qui se dit de Montréal, des images saisissantes où il montre son visage, où on le voit en action, et il se présente sous le pseudonyme d'El Sami. Alors, à partir de ce moment-là, notre objectif, c'est d'essayer, depuis les indices laissés sur ce compte Facebook, de découvrir qui est ce jeune homme, d'essayer de retracer son histoire pour mieux comprendre ce phénomène du djihadisme qui prenait de l'ampleur et qui était moins connu qu'aujourd'hui. Lui, il appartenait à la première génération de combattants étrangers qui étaient partis avant l'émergence de l'État islamique sur le devant de la scène. Il s'était donc joint au groupe Al-Nusra, au Front Al-Nusra, qui est l'allié officiel d'Al-Qaïda en Syrie. Mais on ne sait pas trop quel est son rôle précis au sein du Front Al-Nusra. Au début, Sami laisse entendre que sa vie quotidienne est plutôt agréable. Tout est gratuit ici. On mange tant qu'on veut. L'engagement de Sami dans le djihad s'affermit. En janvier 2014, il met en ligne une vidéo où on le voit brûler son passeport canadien avant de le prendre pour cible. On a appris par la suite qu'El Sami a été une figure influente pour plusieurs autres Québécois radicalisés, entre autres pour ce jeune reconnu coupable avant les fêtes d'avoir tenté de quitter le pays dans le but de commettre un acte terroriste à l'étranger. Ils ont échangé, selon la police. Ses proches n'ont pas de nouvelles récentes de lui. Il est toujours actif sur Twitter. Il se présente maintenant comme combattant indépendant. Et toujours sur Twitter, nous avons communiqué avec lui récemment. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, il est toujours aussi critique du groupe armé État islamique, mais qu'il a effectivement quitté le groupe Al-Nusra auquel il était affilié, pas parce qu'il n'appuie plus ce groupe, mais pour des questions salariales, dit-il. Salaire est insuffisant pour vivre convenablement. Par ailleurs, il ne souhaite toujours pas revenir au Canada. Il affirme que c'est un pays islamophobe et il ne recommande pas aux réfugiés musulmans de venir s'y installer. Et il affirme aussi qu'il est toujours prêt à mourir pour sa religion.
Facebook, Twitter sont toujours utilisés pour la propagande, mais si vous voulez, pour les informations plus stratégiques, plus sensibles, personnelles, les djihadistes se tournent de plus en plus vers des applications de messagerie encryptées comme Telegram, WhatsApp, Kik. Et je crois qu'il aurait été difficile de faire ce même reportage aujourd'hui, mais nous allons continuer à suivre le dossier. L'arme secrète d'enquête, c'est notre équipe de recherche. Chantal Cauchy, détentrice d'un doctorat en caméra cachée. Benoît Michaud, qui combat présentement une dépendance aux bases de données en général et aux fichiers Excel en particulier. Et Daniel Tremblay, qui cultive les sources de haut niveau et la discrétion. Après la pause, les défis d'enquêter à l'étranger. Bonne fête, enquête. Je vais te savoir. On se voit en studio tantôt. Au cours des 9 dernières années, nos équipes ont mené des enquêtes partout à travers le monde. Et Isabelle, au printemps dernier, vous êtes allée en Italie et vous avez découvert que ce qui est parfois très clair avant de partir ne l'est plus du tout une fois rendu sur place. En effet, après des mois de négociations, on avait obtenu la permission d'interviewer un délateur en prison qui avait retourné sa veste contre la mafia. On va d'ailleurs vous présenter ça au cours des prochaines semaines. Mais avant de s'envoler pour l'Italie, on s'est assuré d'avoir une lettre d'entente avec les autorités. Mais quand on est arrivé là-bas, pas question d'entrer en prison avec une caméra. C'était quoi le problème? Eh bien, on s'appelle Radio-Canada. Alors pour eux, forcément, on ne travaillait pas avec une caméra. Bon, est-ce que vous leur avez expliqué qu'on était ici, Radio-Canada Télé? Oui, j'ai fait ça, mais c'était pas un argument très convaincant. Cependant, l'entente qu'on avait avec eux démontrait bien qu'on avait la permission pour 3 personnes, Isabelle Richer, journaliste, Emmanuel Marchand, réalisateur, et Jean-Pierre Gandin, caméraman, ce qui ne ment pas. Comment ça s'est terminé? Eh bien, ça s'est conclu dans le bureau du directeur de la prison, autour d'un espresso, et on a obtenu la permission et on a pu tourner des très belles images et une excellente entrevue. Bon, ben, on a très hâte de voir cette enquête italienne. Isabelle, parmi les reportages à l'étranger qui vous ont le plus marqué, l'enquête de Joanne Fauché sur la mort tragique des sœurs Noémie et Audrey Bélanger en Thaïlande. Elle va vous en parler dans un moment. Mais d'abord, Anne Panassoc vous raconte son difficile voyage en Libye pour déterrer les secrets de SNC-Lavalin. Un des pays où ça a été difficile de filmer, c'est la Libye, la patrie de l'ex-dictateur Kadhafi, parce que c'est un pays qui est sans réel gouvernement. Il y a des milices armées partout qui surveillent les quartiers de la métropole, qui surveillent les villages, avec des guérites là, qui surveillent l'entrée et la sortie. C'était difficile, évidemment, pour nous, étrangers, de passer inaperçus. Mais on voulait absolument aller en Libye pour filmer les chantiers de construction de SNC-Lavalin. Vous vous rappelez, avant la chute du régime, SNC-Lavalin avait des contrat juteux avec la Libye. Et nous avions déjà des informations de l'enquête suisse qui soupçonnait qu'il y avait des millions de dollars qui avaient été versés en pot de vin pour obtenir justement ces contrats-là. D'ailleurs, aujourd'hui, SNC-Lavalin, au Canada, est accusé au criminel à cause de ces actes en Libye. Et c'est rare qu'il y ait une entreprise, c'est-à-dire vraiment une entité qui soit accusée et non pas seulement les ex-employés. Et nous voulions aller à la prison. Où SNC-Lavalin avait eu un contrat de construction. Et quand on est arrivé là, c'est comme si le chantier venait juste d'être évacué à la hâte. La prison était construite en partenariat avec une brigade de l'armée libyenne, dirigée par Saadi Kadhafi, le 3e fils de l'ex-dictateur. Plus qu'une simple association, c'était une filiale de SNC-Lavalin, dont le logo est un mélange du bleu de la firme et du vert du régime de Kadhafi. Depuis la Révolution, le chantier est arrêté et des milices montent la garde pour éviter le pillage. Leur chef n'a aucun doute que cette prison aurait servi à torturer, comme les autres prisons de Kadhafi. Et pendant qu'on filmait, qu'on fouillait, on a trouvé des casques. Le casque du fils Kadhafi, mais aussi le casque de construction de Edith Zagorak, qui travaillait pour SNC-Lavalin. Et M. Zagorak est le mari de l'ambassadrice canadienne en Libye à cette époque. Et pour moi, ça démontrait le lien qu'il y avait entre SNC-Lavalin, le Canada et la Libye, le régime Kadhafi. J'étais assez excitée de voir ça, puis en même temps, l'interprète était après moi en disant « Viens prendre le café, viens prendre le café ». Les miliciens ont préparé le café, est en train de refroidir, et c'est une très grande impolitesse là, qui aurait pu nous emmener, évidemment, des conséquences pas très agréables.
À l'émission Enquête, on a tout de suite été très touchés par la mort de Audrey et Noémie Bélanger, deux sœurs qui sont mortes en Thaïlande. Et on a voulu savoir ce qui s'était passé. Et lors de notre séjour, toutes les pistes nous menaient vers une boisson intoxiquées au DEET qu'elles auraient consommé. Et c'était la version officielle que le gouvernement voulait nous donner, nous vendre. Mais finalement, c'était pas ça du tout. L'Institut de Norvège contacte des experts à travers le monde, dont le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal, chargé de faire une deuxième autopsie de Noémie et Audrey Bélanger. Selon les analyses du laboratoire de Montréal, le phosphure d'aluminium pourrait être en cause. Dans son rapport, l'Institut de santé publique de Norvège conclut que les 4 jeunes filles mortes sur l'île de Phi Phi, Julie Bernheim, Jill Saint-Onge, Noémie et Audrey Bélanger, avaient toutes les mêmes symptômes. Elles ont fort probablement été intoxiquées par un pesticide. Et ce pesticide serait le phosphure d'aluminium. Si on utilise ce produit dans les hôtels, l'utilisation de ce produit va entraîner la mort presque assurée de tout ce qui vit. Quand on a su que les 2 filles avaient fort probablement été intoxiquées au phosphore d'aluminium et que ce produit est interdit autant en Thaïlande qu'au Canada, dans les hôtels, dans les maisons, on a voulu savoir qui vend ce produit-là. Et on a décidé de retourner en Thaïlande, cette fois avec une caméra cachée. Et on voulait aller dans les compagnies d'extermination pour savoir qui vendait ça. On a embauché une fixeur, premièrement pour nous aider avec la langue, mais aussi quelqu'un qui était à l'aise avec la caméra et qui connaissait un peu le journaliste d'enquête. On est allé dans plusieurs compagnies et à un certain moment donné, après, on avait interviewé un vendeur et la journaliste reçoit un appel de sa part. Et là, elle est devenue blême. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Il a sans doute menacé. En tout cas, certainement, il l'a intimidée. Parce qu'à la fin de cet appel-là, elle nous a annoncé « C'est fini, j'arrête ici, c'est trop dangereux pour moi, je ne peux pas aller plus loin ». Et là, on s'est rendu compte comment on est chanceux de faire du journalisme d'enquête au Canada parce qu'il y a beaucoup de pays, dont la Thaïlande, où c'est beaucoup plus difficile. Et finalement, on a réussi à trouver la compagnie qui vendait ce produit-là et qui en vantait les mérites. Joanne Fauché nous revient cette saison avec un reportage percutant tourné en France et en Belgique sur les attaques de Paris. Après la pause, entrevue avec un témoin mystère. Il a animé l'émission Enquête pendant 8 ans. Je ne vous en dis pas plus. On poursuit cette émission spéciale 200e d'enquête et on parle maintenant d'un sujet épineux, les sources. Oui, parce que réussir à faire parler quelqu'un qui détient des informations sensibles, c'est tout un défi, c'est très difficile. Et qui de mieux que notre prédécesseur à la barre d'enquête pour en parler, Alain Gravel? Bonsoir, Alain. Bonsoir, bonsoir. Alors, ce qui a vraiment mis Enquête sur la carte, ce sont les aveux que Geneviève Janson vous a fait. C'était au tout début de l'émission. C'est vraiment un bon exemple du travail patient d'un journaliste pour gagner la confiance de quelqu'un. Et pour gagner la confiance de quelqu'un, il faut passer du temps. Alors, moi, je roulais quand j'étais à Phoenix, durant le jour, des fois, en vélo, donc avec Geneviève Janson. Et un soir, donc, tranquillement, je réussissais à établir un certain lien de confiance. Et un soir, on était à un bar, assis, et elle me donne un coup de coude comme ça, en me disant, tu sais qu'il m'a déjà battu. Alors, et là, je lui dis... Et là, elle parlait de son entraîneur. Donc, et par la suite, évidemment, la question de dopage était plus difficile à démontrer. On a fini par resserrer l'étau à un tel point qu'elle a fini par craquer. Un mois plus tard, nous retournons pour la 4e fois à Phoenix, à la fin juillet. Je savais que c'était pas bien, sauf que je me suis fait prendre dans un engrenage, puis j'avais aucun outil, j'avais pas les moyens de m'en sortir, je savais pas comment. Je voulais pas décevoir personne, je savais pas quoi faire. Bon, ça, ce qu'on vient de voir, c'est quelqu'un qui accepte de faire des révélations chocs à la caméra, mais on peut le dire, Alain, c'est plutôt l'exception.
c'est ce qui est le plus difficile. Donc, convaincre des gens de venir à la caméra, ça prend des fois du temps. Et même quand les gens nous disent oui. Par exemple, le vendredi, ils nous disent « Ah, mais je vais en parler à ma femme ou encore à mon avocat. Pire chose qui peut s'arriver. » Donc, il faut parfois se résoudre à faire des entrevues avec des gens qu'on connaît, mais dont on doit taire l'identité parce qu'ils ont peur des représailles, soit à leur travail, soit carrément des représailles physiques. Oui, c'est ce qu'on appelle des sources confidentielles et non pas anonymes. Il y a une nuance entre les deux. Donc, des gens qu'on connaît, la plupart du temps, ce qu'on appelle des sources de qualité. On a validé, donc, qui ces personnes-là étaient. Et des gens aussi qui nous donnent de l'information corroborée par d'autres sources. Et c'est ce qui fait lever la sauce en journalisme d'enquête. Et ces sources confidentielles-là ont été particulièrement importantes dans les enquêtes sur la construction, sur le financement illégal des partis politiques. On a fait plusieurs reportages sur cette question-là, dont à Laval, sur l'administration de Gilles Vaillancourt. Et l'un de nos journalistes qui a travaillé dans ce dossier-là, c'est Gino Harel. Il revient sur son reportage. À Laval aussi, on a eu nos sources. D'ailleurs, une de ces sources-là nous a aidés dans un dossier qu'on a préparé sur des prête-noms dans le financement politique du parti du maire Gilles Vaillancourt, le Pro des Lavallois. Cette source-là, d'ailleurs, s'était confiée dans un reportage qu'on a préparé en décembre 2012. Nos recherches sur le Pro des Lavallois nous ont permis de découvrir des pratiques encore plus troublantes d'usage de prête-noms au sein même du parti. Ils nous donnaient l'argent, puis on leur donnait un chèque pour le montant d'argent qui était donné. C'était qui, ça? Ça, c'était M. Bertrand. Cet homme, qui a accepté de nous parler à condition qu'on protège son identité, est un ancien militant du Pro. Il dit avoir déjà servi de prête-nom et avoir recruté lui-même des gens pour faire des chèques à partir d'argent comptant. C'était 5 000. 5 000 à chaque fois. 5 000 $ à chaque fois. On disait que de faire des chèques au nom du PRO des Lavallois équipe Vaillancourt, puis de rapporter les chèques quand on pouvait. Le monsieur Bertrand dont on parlait dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est Jean Bertrand, qui était à l'époque le représentant officiel du parti Pro des Lavallois, le parti du maire Gilles Vaillancourt. Donc, après avoir entendu ça, on voulait savoir si cette pratique de prête-nom était répandue auprès des donateurs du Pro des Lavallois. Et des donateurs, il y en a eu des centaines au fil des ans. Il faut dire qu'à l'époque, on était déjà sur le terrain à Laval pour enquêter sur les dons politiques, mais aussi sur les pratiques dans l'industrie de la construction, souvent munis de caméras cachées, de micros cachés, pour une raison bien simple, c'est que le genre de propos qu'on cherchait à obtenir, qu'on voulait capter, c'était des choses qui seraient peut-être difficilement dites en entrevue officielle. Finalement, il y a une ancienne conseillère municipale qui a accepté de nous parler de ce système des prête-noms. Les autres ont soit nié, ont refusé de nous parler, ou encore, il arrivait qu'ils ne retournaient tout simplement pas nos appels. Jean Bertrand, lui, à l'époque, à l'automne 2012, avait refusé de nous accorder une entrevue, mais au printemps 2013, il a été appelé comme témoin devant la commission Charbonneau. Et à ce moment-là, il a déclaré que la vaste majorité des conseillers du Pro des Lavallois de 1995 à 2012 avaient effectivement participé à ce stratagème de prête-nom. D'ailleurs, 5 d'entre eux sont aussi venus confirmer qu'ils y avaient participé. D'ailleurs, pour protéger l'identité réelle de nos sources, il arrive très souvent qu'on parle en code entre nous, au bureau. Et qu'on trouve des surnoms, par exemple, Dieu, la Reine, la Tuque, Lénine, il y en a plein d'autres. Il y avait Mickey Mouse, Pimpin le lapin, le chasseur, il y avait Belette, toutes sortes de noms de vélos. Là. Ouais, quand j'étais en panne d'inspiration, je regardais mon vélo, puis je donnais donc les marques de certains objets, comme par exemple... Il y a une source qui s'appelait Chorus, une autre source qui s'appelait Shimano, une autre de Vinci. Bon, j'ai bien l'impression que la tradition va continuer avec Isabelle. Oui, ça va m'inspirer, oui. La semaine prochaine, d'ailleurs, j'ai une rencontre secrète. Là. Je vais trouver un petit morceau de mon vélo là, pour baptiser. Guidon, par exemple. Oui, Guidon. voilà, Guidon. pour baptiser cette source-là. Mais revenons sur les enquêtes que vous avez faites sur le financement illégal des partis politiques. Ça n'a pas été facile à Boisbriand au départ. C'est un très bon exemple d'un filon d'une source confidentielle à Boisbriand qui nous a permis d'aller sur le terrain, d'illustrer une situation qui a eu un immense impact, un effet domino. Début mai 2009, une rencontre secrète a lieu dans un restaurant de Rosemère. Un important entrepreneur de la région, Lino Zambito de la compagnie Infrabec, tente, en présence de la mairesse de Boisbriand, Sylvie Saint-Jean, de s'entendre avec 2 conseillers de l'opposition pour empêcher la tenue d'élections le 1er novembre. Ainsi, la mairesse Saint-Jean et tous les autres conseillers à Boisbriand seraient réélus sans opposition. Ce qui était renversant, c'est de découvrir que Boisbriand était un terreau fertile, non seulement pour ses scandales au niveau municipal, mais aussi
provincial, à un tel point que vous avez repris le flambeau à Boisbriand, mais à un niveau provincial. Oui, tu parles de Boisbriand. Effectivement, et c'est là, Marie-Maude, que vous avez fait découvrir, fait connaître l'organisateur politique Gilles Cloutier, bien avant la commission Charbonneau. Oui, et ça, c'était vraiment une très drôle d'entrevue parce que Gilles Cloutier, on avait eu des rencontres confidentielles avec lui. Puis à chaque fois, il nous disait je sais pas trop si je veux donner une entrevue à la caméra, mais il fermait jamais complètement la porte. Mais à un certain moment, c'était le temps ou jamais. Alors, on s'est rendu dans un café où il avait ses habitudes. Et puis là, au moment où je l'approche, je l'aborde, les caméras sont cachées dans le camion. Monsieur Cloutier? Monsieur Cloutier? Monsieur Cloutier? Bonjour? Moi, je suis tout partout. Non, pas tout partout, mais là, il fallait que je vous voie. On ne pouvait pas avoir un mandat si on ne donnait pas des sous pour une élection. Y a-t-il une caméra de cachant quelque part? Oui. J'y ai bien pensé. Non seulement il n'a pas fui, mais il a continué de vous parler, sachant l'existence des caméras. À ma très grande surprise, il s'est même prêté gracieusement à l'exercice de faire d'autres images de lui complémentaires pour le montage. J'étais complètement surprise. Mon souvenir, c'est que ça a été donné quelques jours, mais vraiment quelques jours avant la diffusion du reportage. C'était vraiment à l'extrême limite. En effet, mais celle qui détient le record, toute catégorie de l'entrevue accordée in extremis, vraiment, c'est dans la nuit précédant la diffusion du reportage, c'est notre collègue Madeleine Roy dans ce reportage sur l'affaire Chafia. Le 29 janvier 2012, Mohamed Chafia, Touba Yahya et leur fils Ahmed ont été reconnus coupables de meurtre prémédité. Selon la preuve présentée par la Couronne, les 4 femmes étaient déjà mortes ou inconscientes quand la voiture a été poussée dans le canal par la Lexus de Chafia. Pour l'histoire de la famille Chafia, ça a été vraiment difficile d'avoir des entrevues. La communauté afghane de Montréal était complètement sous le choc. Ils avaient honte. La famille était dispersée à travers le monde et chacun avait des pressions bien particulières pour ne pas nous parler. Dès le début de leur relation, Zénab envoie un courriel de mise en garde à Ammar sous le pseudonyme de Miss Kabouli. Méfie-toi de mon frère. Si tu veux me parler, viens à la bibliothèque. Mais si mon frère est là, comporte-toi comme un étranger. Je ne veux pas qu'il ait la moindre idée que nous sommes amis. De quoi il avait peur? Elle était peur que son père ou son frère, ils vont les tuer ou ils vont les frapper. Ammar, ça m'a pris presque 1 an à le convaincre. Je l'appelais régulièrement. Il me disait oui, après le procès, peut-être, plus tard. Mais il était extrêmement fuyant. Il refusait de me rencontrer, même pour un café. Et après le procès, finalement, le verdict est tombé le 29 janvier 2012. Et il a accepté, à ma grande surprise, finalement, de nous donner une entrevue le 30 à 8 heures. Alors, le 30 à 8 heures, on était tout installés à Radio-Canada avec une équipe de Toronto qui était venue pour faire l'entrevue en anglais. Puis là, Ammar n'arrivait pas, 8 heures, 8h30, 9 heures. Là, on a commencé à l'appeler, pas de réponse. 9h30, 10h, 11h. Finalement, je pense qu'il était presque minuit quand il a finalement répondu. Et là, il était dans un Tim Hortons du nord de Montréal. Et là, j'ai dit « Bouge pas, je m'en viens ». Il dit « Non, bouge pas, j'arrive ». Et on est arrivé là, on s'est mis à parler avec lui. Et là, il a cassé, puis on s'est rendu compte, c'est pour la première fois, il me parlait, première fois que je le voyais. Il me dit à quel point il a honte, qu'il ne se pardonne pas la mort de ces filles-là. Maybe if I had not approached her the first time when I saw her, she could have been still living. Or even if I did approach her, if I would have done certain things a different way, if I had not tell her to go back and listen to her mom and not believe their mom, things would have been different. C'est une entrevue magnifique. Et je suis allée le reconduire dehors, pris un taxi, parti. Et cette nuit-là, on a couché par terre dans le bureau après avoir fignolé les derniers extraits du montage. On diffuse le lendemain. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que le lendemain de la diffusion, il m'a envoyé un texto pour me dire « Merci, ça m'a fait du bien, je vais être capable de passer à autre chose. » Et ça, moi, ça m'a fait du bien parce que dans ce cas-là, j'avais l'impression de peut-être être allée un peu loin pour le convaincre. Une chose importante à vous dire, si vous voulez nous transmettre des informations de façon complètement confidentielle, on a maintenant une plateforme sécurisée, Source Anonyme. Vous trouverez les instructions sur notre site Internet.
Restez là parce qu'après la pause, on vous parle de l'impact parfois inattendu de certains de nos reportages. Benjamin ici, qui était le leader des 3 intimidateurs. On va vérifier ça, je vais appeler demain. On poursuit cette émission spéciale en vous parlant de l'impact de nos topos. Et Alain, on vous a préparé un petit montage qui va vous rappeler d'excellents souvenirs. Tellement hâte. S'il n'y a pas de preuves qui regardent l'émission Enquête de Radio-Canada, on voit, là, 3 courtiers là, qui sont là. Chaque fois qu'Enquête fait des révélations, la toile d'araignée s'agrandit. L'émission Enquête de Radio-Canada nous a appris la semaine dernière. Le reportage d'hier soir de l'émission Enquête présente des faits qui sont troublants. Là, on vient d'apprendre qu'il y aurait une émission spéciale d'Enquête. Enquête, je parle de Radio-Canada, c'est un focus énorme sur eux. Qu'est-ce qu'ils vont sortir la semaine prochaine? Et donc, il y a beaucoup de chaleur. Quand on coupe Enquête, je pense qu'on coupe énormément. J'aimerais d'abord remercier les journalistes d'Enquête pour le travail qu'ils ont fait et l'émission d'hier soir. Force est de constater que les journalistes sont véritablement les chiens de garde de notre démocratie. Le directeur général de la Sûreté du Québec, M. Martin Prudhomme, est très préoccupé par l'impact du reportage diffusé hier sur la confiance des communautés autochtones et de l'ensemble de la population envers la Sûreté du Québec. L'une des séries de reportages qui a eu le plus d'impact sur le Québec, je pense que c'est votre enquête sur la construction, même s'il n'y a pas eu d'impact dès le début. Là. Non, ça s'est fait graduellement. Donc, il y a eu le premier reportage sur Jocelyn Dupuis, ses fameux comptes de dépenses. Par la suite, l'histoire du bateau de Tony à Curso. Par la suite, on avait fait un reportage sur le Fonds de solidarité comme tel. Mais tout ça a culminé à un reportage qui, là, vraiment, ça a fait baboum. C'était un reportage sur la collusion. Ça s'appelait « Collusion frontale ». Ouais, c'était la première fois qu'on documentait clairement la collusion avec François Baudry, qui était l'un des premiers témoins à donner une entrevue à visage découvert. Donc, à partir de là, vraiment, l'impact a été beaucoup plus grand qu'au début. Là. Et ça a eu un tel écho que dans les jours suivants, et ça, c'est très gratifiant qu'on fait du journalisme d'enquête, les changements qui surviennent, c'est là où on a créé l'Escouade Marteau au niveau du gouvernement du Québec. Et 2 ans plus tard, après d'autres reportages de plusieurs autres collègues de l'équipe, le gouvernement a déclenché la commission Charbonneau. Pour moi, c'était un saut de qualité sur le travail que les journalistes avaient fait au Québec dans l'industrie de la construction. Alain, merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci beaucoup de votre grande contribution à l'émission. Et puis, à bientôt. Ça me fait plaisir. Si le dossier de la construction a eu beaucoup d'impact sur le politique, sur les entreprises, c'est le cas aussi de plusieurs autres reportages qui ont changé les choses, qui ont conduit même à l'adoption de nouvelles lois. C'était le cas du reportage de José Dupuis sur les usines à chiots, on va en reparler, mais d'abord, le reportage de Pascal Turbide qui a contribué à changer la vie d'un enfant et de sa nouvelle famille. C'est un reportage un peu différent de ce qu'on fait d'habitude à l'émission Enquête. C'est un reportage qu'on dirait dans notre jargon d'accès. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte sur un milieu que les gens ne connaissent pas, un milieu fermé, dont souvent les auditeurs ne soupçonnent même pas l'existence. C'est un centre de traitement, ce que j'appellerais même un hôpital presque psychologique pour des très jeunes enfants, de 3 à 6 ans, 7 ans environ. Et ça, c'est des enfants qui sont là parce ils sont très perturbés et ils ont un diagnostic de trouble de l'attachement profond. Ces enfants-là ont finalement été tellement maltraités, ont été tellement négligés, surtout c'est de la négligence, qu'ils ne font pas confiance aux adultes, même aux adultes qui peuvent les aimer. Alors, ce que ça prend, ce sont des professionnels. Et donc, ces professionnels-là font un travail extraordinaire. C'est un travail qui est long et difficile. Ça a été difficile pour nous aussi d'entrer dans la Maison L'Escargot. Il a fallu convaincre le Centre jeunesse de la Montérégie. Ils ont fini par accepter en nous mettant plusieurs conditions. Évidemment, on n'avait pas le droit d'identifier les enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais aussi, il fallait qu'on ait une équipe technique réduite et toujours la même pour pouvoir créer des liens. On était là donc pour des moments comme ceux que vous allez voir à l'écran. C'était un moment très émouvant. C'était le moment où le petit Dylan, après plus de 3 ans de séjour à l'Escargot, faisait sa valise pour aller passer sa première nuit dans la famille qui allait l'adopter. Et on était là aussi pour la catastrophe qui a eu lieu après. Après 2 mois d'intégration dans sa nouvelle famille, Dylan a été sommairement renvoyé.
C'est la première fois qu'un enfant doit réintégrer l'escargot. Mais ce n'est pas la première fois que Dylan est abandonné. C'est la deuxième fois, plus officiellement, mais ça fait comme 3 milieux de vie qui passent depuis quelques années. À la suite de la diffusion du reportage, il y a une famille qui s'est proposée et qui est devenue, après un long processus, la famille de permanence de Dylan. Il habite d'ailleurs encore dans cette famille-là 3 ans plus tard. D'ailleurs, il y a une quinzaine d'enfants qui, depuis le début de l'existence de l'escargot, ont été placés dans des familles de permanence, ont réappris à faire confiance, à aimer des adultes. Et il y a en tout 4 ressources comme celle de l'escargot maintenant au Québec. Il y a 2 enquêtes qui ont contribué à modifier la loi sur le bien-être animal. 2 enquêtes qu'on a faites et qui portaient, entre autres, une sur les usines à chiots et l'autre sur le berger blanc. Alors, si on prend les usines à chiots pour pouvoir démontrer qu'il y avait des conditions déplorables dans ces usines, il fallait pouvoir y entrer. Donc, je me suis fait passer pour une éleveuse. J'avais l'intention d'acheter des chiens reproducteurs, des chiennes reproductrices. Alors, c'est comme ça que je suis arrivée à l'usine, aux nombreuses usines qu'on a visitées. Et évidemment, j'avais une caméra cachée, ce qui m'a permis de capter toutes les images en intérieur et de pouvoir démontrer que les conditions étaient déplorables. Alors ça a contribué à... Il y a eu comme une onde de choc après ça. Beaucoup de gens ont signé des pétitions. Il y a eu un comité qui a été mis sur pied pour revoir la loi sur le bien-être animal. Alors, ce reportage sur les usines à chiots a vraiment contribué à ça. Il y a aussi le berger blanc, la fourrière Le Berger Blanc, qui était la plus grosse fourrière au Canada. On a engagé un collaborateur qui est allé travailler au berger blanc pendant à peu près 1 mois. Lui aussi était muni d'une caméra cachée. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pu tourner toutes sortes de choses, toutes sortes de méthodes, de façons de faire absolument épouvantables, dont ce qui se passait en salle d'euthanasie. Quand on a diffusé ce reportage-là, vraiment, encore une fois, ça a choqué, bouleversé et la population et le gouvernement qui a aussi décidé d'agir. Le berger blanc a été sous haute surveillance pendant plusieurs mois, puis ont dû changer leur méthode. Comité de travail, il y a eu des permis maintenant, permis de garde, enregistrement des élevages, plus d'enquêteurs, peines plus sévères. On parle même de peines d'emprisonnement contre la cruauté animale. Et en décembre dernier, à l'unanimité, l'Assemblée nationale à Québec a voté pour l'adoption de la loi 54, ce qui fait que l'animal n'est plus considéré comme un bien meuble, mais comme un être doué de sensibilité. Alors ça, c'est un pas de géant pour protéger les animaux au Québec. Mais le reportage de Josée Dupuis dont vous avez probablement le plus entendu parler, c'est celui-ci. Solidaires, elles se sont mises à dénoncer pour la première fois publiquement le comportement de certains policiers à leur endroit. Elle s'est fait ramasser par la police, il s'est fait envoyer vers le chemin de l'aéroport. Et d'ailleurs, cette histoire n'est pas finie. On vous réserve d'autres révélations qui seront diffusées dans quelques semaines. J'espère que vous avez aimé ce retour sur les 200 premières émissions d'enquête. Permettez-moi de prendre un moment pour remercier toute l'équipe qui produit avec cœur l'émission L'Enquête depuis 9 ans. Mais surtout, merci à vous d'être aussi fidèles et de croire à l'importance du journalisme d'enquête. La tradition continue. On vous revient la semaine prochaine avec une autre enquête. Merci et bonsoir.